Bonjour à tous, bon après-midi, heure de Paris, bonne matinée à Cayenne, où est Damien actuellement. Donc, ce webinaire s'inscrit dans la publication il y a quelques jours d'une étude de la Fondation pour la recherche stratégique que Simon a écrite et que j'ai coécrite sur la question de l'orpaillage illégal en Guyane française et plus précisément sur le rôle d'acteurs chinois qui rendent possible et facilitent cet orpaillage illégal. Alors, ça s'inscrit plus largement dans les recherches de la FRS qui, même si elle travaille traditionnellement davantage sur les questions militaires, couvre l'ensemble du spectre sécuritaire. Et depuis quelques mois, on commence à travailler de façon de plus en plus précise sur les enjeux très larges de criminalité environnementale dans lesquels s'inscrivent les questions d'orpaillage illégal. Alors, la criminalité environnementale, c'est de fait une menace pour les écosystèmes, pour les populations locales et pour la sécurité internationale. Et on considère généralement qu'il y a 5 grandes catégories. C'est en tout cas comme ça qu'Interpol ou l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement définit la criminalité environnementale. Alors, il y a la pêche illégale, le commerce illégal d'espèces sauvages, l'exploitation forestière illégale, l'exploitation et le commerce illégal de minerais, dans lesquels s'inscrit l'orpaillage illégal, et le déversement, le commerce illégal de déchets et de substances dangereuses et toxiques. Et la criminalité environnementale, c'est devenu, en l'espace de quelques années, une des activités criminelles les plus lucratives au monde. C'est très difficile de faire des estimations, mais on estime entre 100 et 300 milliards de dollars par an, selon Interpol, les revenus de ces activités. Et ça constituerait la quatrième source de revenus criminels, après les stupéfiants, la contrefaçon et la traite des êtres humains. Alors, il y a une prise de conscience mondiale avec un cadre réglementaire international qui est en train de s'étoffer, notamment la déclaration de Kyoto qui a été adoptée en mars 2021 lors du 14e congrès mondial des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale. Les dirigeants du G7 en juin 2022 ont mentionné l'importance d'intensifier la lutte contre la criminalité transnationale organisée, y compris et notamment la criminalité environnementale. Et la France, à tous les niveaux, renforce non seulement son dispositif, mais aussi les coopérations internationales dans le domaine. Par exemple, on peut mentionner un des acteurs qui est présent en Guyane et que Damien évoquera certainement, qui est l'OCLAESP, donc l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique. C'est une structure interministérielle qui a été créée en 2004 et qui a notamment pour mission d'analyser les phénomènes de criminalité environnementale, de coordonner les enquêtes dans le domaine et d'animer la coopération internationale. Plus largement, que ce soit au niveau d'Europol, au niveau de certaines plateformes européennes comme la plateforme Impact, il y a côté français une volonté de faire bien plus qu'auparavant, encore plus qu'auparavant. Et on peut, par exemple, citer l'activisme de la France à Vienne, dans le cadre de l'ONUDC, donc l'Organisation des Nations Unies contre les drogues et la criminalité, puisque la France a été notamment à l'initiative de 2 résolutions dans le cadre de la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption en 2019 et dans le cadre de la Convention des Nations Unies de lutte contre la criminalité environnementale en 2020 sur précisément la criminalité environnementale. Donc voilà, ça c'est vraiment le phénomène global de criminalité environnementale et notre étude s'est attachée beaucoup plus précisément au phénomène de l'orpaillage illégal en Guyane française et sur le rôle de certains acteurs chinois. Mais avant de parler de ces résultats et des principaux résultats de cette recherche. Je vais laisser la parole à Damien Ripert, donc, qui est basé à Cayenne, au sein de l'EMOPI, peut-être pour présenter du point de vue justement de la Guyane française, le phénomène de l'orpaillage illégal, la façon dont les différents services de l'État, mais aussi potentiellement les associations essayent de lutter contre l'orpaillage, et puis surtout les conséquences très importantes, que ce soit sur le plan économique, mais aussi environnemental, sanitaire, sécuritaire. C'est une évidence de cet orpaillage illégal. Donc, je laisse la parole à Damien. Ensuite, Simon et moi présenterons dans les grandes lignes les recherches qui ont été publiées. N'hésitez pas à poser des questions tout au long du séminaire qui va durer donc 1 heure. N'hésitez pas à poser des questions pendant qu'on est en train de parler dans la petite catégorie qui s'appelle Q&R, enfin Q et R, pardon, dans l'onglet tout en bas. Donc, qui vous permet de poster vos questions et on y répondra dans la dernière partie de ce webinaire. Voilà.
pour faciliter les interactions. Donc, je laisse la parole à Damien et encore merci de prendre le temps depuis Cayenne pour interagir. Merci Antoine Bondaz et Simon Menet pour cette invitation et la participation à ce webinaire. Je vous parle en effet de Cayenne où il est 9h30 en qualité de chef d'état-major du préfet pour charger de la coordination de la lutte contre l'orpaillage illégal. Alors, en parlant de la coordination et de la réponse de l'État, rappeler quelques éléments fondamentaux et liminaires sur le phénomène en tant que tel. L'orpaillage illégal, c'est une préoccupation mondiale qui se joue en effet aussi en Amérique latine et particulièrement dans le bassin amazonien. Et la France hérite de son lot de garimperos, c'est-à-dire ces chercheurs d'or brésiliens qui travaillent dans les 84 000 km² de forêt équatoriale que la France administre en Amérique latine. Donc, ce sont 6 500, 8 000 garimperos, des gens pauvres venus du Brésil qui cherchent des moyens de subsistance, qui grattent la terre et qui extraient de l'or selon une technique qui est rudimentaire, qui ressemble à celle du 19e siècle, sauf qu'elle a été mécanisée, motorisée. Ces dernières années, ils ont développé des capacités d'extraction de l'or à partir de puits et de galeries, c'est-à-dire qu'ils travaillent en alluvionnaire dans les cours d'eau, ce qui est extrêmement dommageable. Ils travaillent aussi en galerie, en souterrain. Voilà. Donc, c'est 8500 garimperos, 6500 garimperos en fonction des périodes de comptage, produisent une dizaine de tonnes d'or chaque année. Cette production peut évoluer en fonction des pressions qu'appliquent la gendarmerie, les armées et les autres acteurs de la lutte contre l'orpaillage illégal. Mais on estime que globalement, la machine, si on la laissait faire un mois, serait en capacité de produire 10 tonnes d'or par an. De l'or qui part immédiatement à l'étranger, vers le Suriname et vers le Brésil, avant de rejoindre les circuits internationaux. Et on estime qu'à terme, ça finit plutôt en Asie du Sud, où les marchés très consommateurs prédominent, comme le marché indien, le marché chinois ou l'Asie du Sud-Est. Voilà. C'est un phénomène qui a commencé dans les années 80, qui s'est nettement renforcé dans les années 90 au gré de l'appréciation de l'or et qui aujourd'hui, avec un cours de l'or à 2000 $ l'once, est extrêmement présent en Guyane française, au Suriname, au Guyana, c'est-à-dire dans l'ensemble du plateau des Guyanes, mais aussi dans l'ensemble du plateau amazonien et dans les Andes. Les observateurs s'accordent pour dire qu'il y a entre 200 000 et 1 million de garimperos qui sont actifs dans le bassin amazonien. Donc, ça pose un problème chez nous en Guyane française, mais ça pose aussi un problème au Suriname, au Guyana, au Venezuela et en Colombie, et dans d'autres États frontaliers du bassin amazonien. Réponse particulière. Et c'est une réponse souvent qui défend du contexte, du niveau de développement économique, du cadre juridique. La particularité du droit français fait que est très clairement caractérisé ce qui relève de l'orpaillage illégal. Hein. Ce sont des étrangers en situation irrégulière qui procèdent à de l'extraction de minerais d'or sans autorisation. Je rappelle que le minerai est une propriété de la nation et on concède son exploitation. Tout cela au mépris des prescriptions environnementales et du droit commun, qui fait que l'activité va générer des impacts économiques naturellement, parce qu'il s'agit d'un pillage de 10 tonnes d'or dans une ressource qui pourrait alimenter le développement économique ou du moins la richesse du territoire et de l'État. Donc des impacts économiques aussi parce que ça alimente une économie souterraine qui favorise qui freine le développement dans les secteurs les plus touchés, notamment dans le bassin du Maroni, frontalier avec le Suriname. C'est aussi des impacts environnementaux, notamment en ce qui concerne la déforestation et la qualité de l'eau, hein, avec des populations qui subissent directement ça, parce que la qualité de l'eau et leur environnement quotidien pour les activités telles que l'alimentation, nettoyer les aliments, s'hydrater, se laver, ce sont finalement des impacts sécuritaires et sanitaires. Et l'impact sanitaire a clairement et depuis longtemps été documenté par le CNRS et le corps médical. Et c'est sans doute le plus dramatique et c'est celui qui motive en premier la réaction de l'État. Cette réaction, pour la décrire assez simplement, elle est de deux ordres. D'un côté, puisque le droit caractérise ce qui est illégal, on va réprimer ce qui est illégal, c'est-à-dire mener des opérations de lutte contre l'orpaillage illégal qui vont impliquer la gendarmerie, la PAF,
c'est-à-dire la police aux frontières, la douane, spécialisée dans le contrôle des marchandises, mais également les établissements spécialisés comme l'OCLAES, dont on a parlé tout à l'heure, parce que c'est une atteinte à l'environnement et à la santé publique, euh, et qui va également impliquer les établissements publics tels que le parc amazonien de Guyane, qui gère le plus grand parc national de France, mais aussi l'Office national des forêts et l'Office français de la biodiversité. Chacun va participer avec sa spécificité, ses missions propres, mais l'ensemble va participer sous la coordination du préfet et du procureur de la République avec l'appui massif des forces armées qui donnent à cette réponse de lutte contre l'orpaillage illégal une dimension complète, permanente, conjointe, coordonnée sur l'entièreté du territoire de la Guyane. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui opèrent à proximité du littoral sur les secteurs touchés, comme par exemple sur le bassin de la Comté et du Kourou, parce que c'est une forte préoccupation de santé publique, parce qu'il y a des points de captage d'eau. Ça a été récemment évoqué dans la presse locale, mais qui vont aussi intervenir très profondément dans le territoire, parce qu'il y a des aires naturelles protégées, ou parce que c'est le bassin de vie de populations vulnérables, notamment les Amérindiens du Haut-Oyapock et du Haut-Maroni. Voilà. Au-delà de cette réponse répressive, il y a une autre réponse qui est économique, étant entendu que l'or, une fois qu'il sera extrait légalement, ne pourra pas l'être illégalement. Et cette réponse économique, c'est une réponse que nous sommes en train de muscler aujourd'hui. Et ces deux réponses, et économiques et répressives, est en train d'être étendues à l'international, puisque c'est un phénomène qui est régional, avec des conséquences transfrontalières, il est nécessaire de travailler de plus en plus avec nos partenaires brésiliens en premier, puis surinamais sur notre frontière occidentale aussi. Chacun agissant avec son corpus juridique, ses moyens, et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des grandes disparités entre ce que peut faire le Brésil, un État développé, avec une intention très forte d'agir sur la préservation de l'environnement et la protection des populations de moyens réduits, et qui sort de plusieurs années d'histoire difficile. Et donc, ça, c'est le troisième volet d'intervention qu'on appelle peut-être abusivement volet diplomatique, mais qui essentiellement vise à promouvoir la coopération régionale. Et finalement, c'est un volet social qui va structurer l'action de l'État, c'est-à-dire comment impliquer individuellement ou collectivement les populations locales euh, pour que cette politique bénéficie de l'adhésion des populations. C'est une politique qui s'est structurée sur les 20 dernières années et qui aujourd'hui est coordonnée par le préfet et le procureur de la République et qui, on le voit bien, est une chose unique. L'idée là, c'est une transition qui est en réalité pour l'instant toute trouvée, hein. Damien a présenté non seulement les enjeux de l'orpaillage illégal en Guyane. Je profite pour répondre à une des questions de Thierry Perrault qui parlait de la production locale en Guyane. Officiellement, en 2019, on était sur 1,2 tonnes d'or produites légalement en Guyane française versus quasiment 10 fois plus, 8 fois plus, 9 fois plus sur les estimations de production illégale d'or sur le territoire national en Guyane française. Ce qui est intéressant, c'est l'ensemble en fait des acteurs que Damien a présentés, l'OCLAES, mais aussi bien plus largement, que ce soit les forces armées, la gendarmerie et autres, parce que ce sont nous l'ensemble des acteurs qu'on a pu rencontrer lors de notre terrain fin janvier, début février, à Cayenne, à Maripasoula, donc le long du Maroni, à l'entrée du parc amazonien de Guyane, et puis ensuite d'autres acteurs potentiellement au Suriname, notamment l'ambassade de France, etc. Ce qui était intéressant donc sur ce grand enjeu de l'orpaillage illégal en Guyane française, c'est qu'on a donc des enjeux qui sont multiples et c'est un défi protéiforme, comme le disait parfaitement Damien. C'est non seulement une atteinte à la souveraineté, mais c'est aussi un enjeu sécuritaire extrêmement important, alors même que l'insécurité ambiante est déjà relativement forte sur le territoire. Ça a des conséquences sanitaires internationales. Et surtout, c'est un sujet qui a été extrêmement étudié ces dernières années, mais pas forcément l'ensemble des acteurs indirects de cet orpaillage illégal. Et c'était ça, en fait, tout l'enjeu de cette étude qui s'appuyait à la fois sur un gros travail de plusieurs mois sur des sources ouvertes, y compris en langue chinoise, et puis sur ce fameux terrain dans la région.
Pour résumer de façon très très rapide, mais évidemment on y reviendra beaucoup plus dans le détail et Simon présentera de façon beaucoup plus approfondie les résultats. Mais ce qu'il en ressort, c'est que ces activités illicites en Guyane française, elles sont rendues possibles aujourd'hui par des acteurs chinois qui jouent un rôle essentiel, même si ce rôle il est indirect. La plus de centaines de comptoirs chinois établis le long de la rive surinamaise du Maroni jouent aujourd'hui un rôle clé, que ce soit dans la logistique de leur paillage, en approvisionnant en matériel, mais aussi en biens du quotidien, les chantiers et les garimperos, donc ces orpailleurs illégaux brésiliens, mais aussi en facilitant la sortie de l'or du territoire national et ensuite sa dilution en quelque sorte dans les réseaux mondiaux. Euh, Plus largement, et vraiment avant d'aller sur le sujet plus précis de la Guyane française, il y a une prédation plus large des ressources minières par la Chine et par des acteurs chinois, puisque ce qui est évidemment très largement précisé tout le long de l'enquête et tout le long de cette étude, c'est qu'il faut différencier le rôle que pourrait jouer la Chine, le gouvernement chinois, et ce que nous présentons comme des acteurs chinois qui ne sont pas forcément des acteurs officiels, pas forcément des acteurs gouvernementaux, mais qui sont des acteurs qui peuvent faire partie plus largement de réseaux chinois. Les ressources minières pour la Chine, elles sont aujourd'hui stratégiques, que ce soit l'exploitation des ressources sur le territoire national chinois, mais aussi la capacité à importer des ressources à l'étranger. Et la spécificité de l'orpaillage, notamment illégal, elle n'est pas propre à l'Amérique latine, puisque ont été référencés de très nombreux cas d'orpaillage illégal dans lequel des acteurs chinois avaient un rôle direct, que ce soit en Afrique ou en Amérique latine, c'est ce que nous mentionnons dans l'étude. Plus largement, il y a une implication croissante d'acteurs chinois dans la criminalité environnementale. Alors, il y a évidemment un focus généralement qui est fait sur l'échelle Indo-Pacifique, que ce soit en Asie du Sud-Est, que ce soit dans l'océan Indien, avec par exemple des trafics de faune, de flore du continent africain et de l'océan Indien jusque sur le territoire national chinois. Mais il y avait ce cas très spécifique de la Guyane française, dans lequel des acteurs chinois jouent un rôle indirect dans leur paillage. Donc je vais laisser maintenant Simon présenter vraiment les spécificités et le fonctionnement de certains de ces réseaux d'acteurs chinois. Comment est-ce qu'ils rendent possible cet orpaillage, même si encore une fois, ils ne sont pas responsables des chantiers d'orpaillage directement sur le territoire national. Puis ensuite, on essaiera de revenir à Damien, qui apparemment a pu se reconnecter. Puis évidemment, on répondra à l'ensemble de vos questions. Je laisse la parole à Simon. Merci beaucoup Damien pour le premier panorama un peu global sur la situation de l'orpaillage en Guyane, l'orpaillage illégal en Guyane et la réponse de l'État. Merci Antoine également pour l'introduction. Avant que je démarre sur un peu plus précisément le phénomène des acteurs chinois et leur présence, je pense qu'il est bon de juste avoir une petite carte et quelques images pour replacer un peu le phénomène pour tout le monde. Je vais donc partager rapidement mon écran. Vous voyez déjà une première carte de l'orpaillage illégal en Guyane et au Suriname, avec les zones en orange hein, qui replacent à peu près les sites d'orpaillage illégal. Alors, c'est bon de rappeler que côté Suriname, là où d'ailleurs on a également une implication des acteurs chinois dans l'orpaillage illégal, l'orpaillage n'est pas considéré comme illégal, mais plutôt comme informel, il est toléré, il est opaque dans certains cas, mais on n'a pas la même définition côté surinamais et côté Guyane. Et ça a une importance aussi dans le traitement du phénomène. Une deuxième image, pour vous donner une idée aussi des conséquences de l'orpaillage illégal côté surinamé, d'un côté à droite, et en Guyane française de l'autre côté, sur un site d'orpaillage sur lequel on a pu être. Et maintenant, donc, les acteurs chinois. Donc, quand on parle des acteurs chinois, je pense qu'il est important de rappeler d'abord que ce n'est pas l'État chinois, ce n'est pas Pékin, ce n'est pas le Parti communiste qui est derrière, mais c'est bien d'abord des comptoirs chinois. Antoine l'a mentionné, on parle de 120 comptoirs chinois répartis tout le long du Maroni. Vous pouvez le voir sur la carte, c'est surtout au niveau de la zone de Maripasoula et en face de Saint-Laurent-du-Maroni. On parle de deux principaux hubs que sont Albina et Albina 2. Ces comptoirs chinois, qu'est-ce que c'est? C'est des entrepôts, des magasins
qui vendent à la fois du matériel d'orpaillage, des moteurs, des motopompes, des quads, des lances, et du matériel pour la vie du quotidien et pour la population également. C'est ça aussi la complexité de ce phénomène, c'est qu'ils approvisionnent à la fois les garimpeiros, donc les orpailleurs brésiliens illégaux sur le territoire guyanais, et la population locale. Ces comptoirs donc, sont répartis tout le long du Maroni, sur la rive surinamaise du Maroni. Il est important de le rappeler également, et c'est là une des victoires de la lutte contre l'orpaillage illégal, c'est d'avoir pu contenir le phénomène du côté du Suriname. Il y a eu un moment des velléités de certains commerçants chinois de s'installer côté guyanais, ils en ont été empêchés. Euh, Derrière ces comptoirs chinois, et je pense qu'on pourra peut-être revenir un peu plus en détail sur le fonctionnement en fonction des questions aussi, je ne veux pas trop monopoliser la parole, il y a un ensemble, des réseaux transnationaux qui en fait soutiennent leur fonctionnement. Donc encore une fois, c'est les comptoirs chinois approvisionnent en continu leur paillage illégal. Ils les approvisionnent grâce à une force logistique, à un réseau logistique qui va donc depuis la Chine jusqu'à Paramaribo, la capitale du Suriname, qui va ensuite jusqu'à Albina, le hub que vous pouvez voir en haut, en face de Saint-Laurent-du-Maroni sur la carte, et qui est ensuite acheminé en pirogue jusque dans les magasins. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, les pirogues, c'est 7-10 tonnes de matériel qui peut être porté, jusqu'à 15 tonnes. Et ça permet un acheminement en continu, avec des magasins, une grande quantité de magasins d'équipements à Paramaribo, qui sont là aussi tenus par des acteurs chinois, par des individus chinois, et qui permettent donc ce soutien logistique en continu. Outre l'approvisionnement logistique, les comptoirs chinois jouent un rôle majeur dans le financement des opérations des orpailleurs illégaux, que ce soit d'abord en leur permettant d'acheter à crédit du matériel d'orpaillage et surtout en rachetant l'or qu'ils récoltent illégalement en forêt. Et ensuite, donc, ils participent à ce recel et au blanchiment de l'or récolté illégalement en Guyane, qui ensuite passe a priori en grande majorité par Paramaribo, là où il y a un écosystème assez poussé de blanchiment d'or et de recel avec de beaucoup d'acteurs chinois. C'est notamment des comptoirs chinois de rachat d'or qui soutiennent ce phénomène. Et ce qui est important, à la fois pour les comptoirs chinois le long du Maroni, comme les magasins de rachat d'or à Paramaribo, c'est qu'on voit aussi des liens avec les autorités locales surinamaises. Donc, il y a par exemple un chef coutumier qui est nommé par le gouvernement surinamais dans certains comptoirs, au niveau de certains comptoirs euh, de, d'équipements le long du Maroni. Ils sont aidés par des forces de sécurité, ils sont protégés par des forces de sécurité surinamaises qu'ils payent ou qui sont alors, sur fond de corruption, hein, bien sûr, mais aussi à Paramaribo, où ils ont des relais au plus haut niveau, notamment avec le vice-président Brunswick, qui joue un rôle assez néfaste hein, dans cet écosystème, mais qui est lui-même investi dans leur paillage au Suriname et qui a des liens étroits, on l'a documenté dans notre rapport, avec la communauté chinoise. Il s'appuie aussi sur des liens avec les autorités chinoises, à la fois au niveau local en Chine, au niveau provincial, je reviendrai là-dessus un peu après, et avec l'ambassade de Chine au Suriname. On le voit notamment à travers des échanges entre l'ambassadeur et certains membres de la communauté chinoise. Par exemple, dans les comptoirs de rachat d'or, certains des leaders de ces comptoirs de rachat d'or, des dirigeants, sont très actifs au niveau de la communauté chinoise. On les a identifiés comme des figures de la communauté chinoise. Dirigent certaines associations communautaires. Et on a pu voir des interactions très régulières avec l'ambassadeur. Pour donner une petite anecdote, l'ambassadeur de Chine au Suriname en 2013, dans son autobiographie, mentionne qu'il déjeuner, dîner avec certains de ces leaders, ces dirigeants de comptoirs de rachat d'or, pour par exemple les sonder pour un éventuel poste de ministre euh, au sein du gouvernement suriname. Voilà, c'était un peu une anecdote, mais qui est, à mon sens, assez révélatrice de ces liens. Et un dernier élément qui me paraît très important, c'est le fonctionnement de ces comptoirs. Alors, la particularité du Suriname, c'est qu'on a une application, Antoine l'a dit, indirecte des acteurs chinois dans leur paillage illégal. En revanche, on voit des similarités avec d'autres contextes d'orpaillage illégal en Afrique ou même en Amérique du Sud, avec un fonctionnement de bassin géographique.
on a pu identifier des réseaux criminels et réseaux un peu de migration qui fournissent, qui alimentent les comptoirs chinois et qui sont liés notamment au gang de Putian. Putian étant une ville dans la province du Fujian en Chine. Et on voit beaucoup de commerçants chinois en fait, qui viennent de cette région et qui ont en cela des facilités, dont certains sont d'ailleurs ont des postes au sein de la municipalité ou de villages, voilà. Et donc, on a un fonctionnement par géographique qui permet en fait leur force logistique, qui permet une entraide, qui permet aussi de contrer un peu l'effet de la lutte contre l'orpaillage illégal et de permettre de répondre à la pression des autorités vis-à-vis des orpailleurs illégaux et leur fournir en continu du matériel. Peut-être que je vais m'arrêter là dans un premier temps, et puis peut-être compléter en fonction un peu des questions qu'il peut y avoir. Peut-être juste avant, montrer aussi certaines images que je vois que tu y en avais sur Oui. le PowerPoint, de certains équipements qui sont utilisés. Parce que ça, c'est vraiment assez impressionnant. L'ensemble des équipements qui peuvent être documentés lors des opérations de destruction sur le territoire français sont des équipements chinois qui sont encore une fois vendus dans les différents comptoirs le long du Maroni. Mais je crois que c'est sur ta dernière slide Oui. ou peut-être ces équipements. Je ne sais pas si tu les as mis. Alors, là, Euh, j'ai mis sur voilà, ici. Donc, ça, c'est ceux qui sont évidemment dans les comptoirs. Hein. Ce n'est pas ceux qui sont voilà. trouvés sur Ça, place. c'est des équipements dans les comptoirs. Là, on a les magasins chinois qui se situent à Paramaribo et qui alimentent en fait tous les trafics. Et ça, on a L'analyse pu principale de la ville. le voir. Voilà. Et là, alors, c'est une Ça, image c'est la différente. criminalité environnementale. Voilà, ça c'est important aussi de le montrer, c'est ce qu'Antoine disait juste avant sur une convergence en fait entre les criminalités, entre les différents types de crimes environnementaux. Et ça c'est un des éléments très importants à notre sens dans la mesure où ça permet d'aider à comprendre les chaînes logistiques qui donc encore une fois viennent de Chine et qui permettent l'approvisionnement jusque dans les comptoirs depuis le long du Maroni, depuis Paramaribo et Albina. Et en fait, on a parfois des zones d'ombre sur les chaînes logistiques et les chaînes d'or, de blanchiment d'or. C'est très difficile, c'est un métal qui est extrêmement ductile, malléable, qui est très facile à dissimuler. Et donc, il y a tout un travail pour comprendre comment l'or est extrait du Suriname ou même des comptoirs. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y a une convergence dans certains cas entre l'orpaillage illégal et d'autres types de criminalité comme environnementale, comme le trafic d'animaux sauvages, en particulier au Suriname, le jaguar. Et donc, on a des orpailleurs illégaux chinois au Suriname, où là, ils sont d'ailleurs directement impliqués dans l'orpaillage illégal, qui trafiquent à la fois de l'or, mais également des dents de jaguar, qui participent aussi à l'exploitation illégale de bois. Et on sait que, par exemple, il peut y avoir de l'or qui est transporté dans des rondins de bois qui sont ensuite extraits illégalement du Suriname et qui peuvent être acheminés à divers endroits, y compris jusqu'en Chine. Et sur l'ensemble des équipements donc, qui sont utilisés pour procéder à l'orpaillage illégal sur le territoire national. L'écrasante majorité d'entre eux, encore une fois, sont d'origine chinoise. Ce qu'on voit par exemple avec les mobylettes Filong, les moteurs Changchai ou Sefang, les tuyaux Shangda, etc. Et donc on a à la fois ces comptoirs qui fournissent des équipements qui sont eux-mêmes des équipements chinois, et ensuite des réseaux de blanchiment et entre guillemets d'exportation de l'or qui passent y compris par une partie des d'acteurs chinois. Damien s'est connecté, donc si il nous entend, on va lui redonner la parole. Si tu peux arrêter. Ouais. Damien, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends bien. Super. Désolé pour l'incident tout à Donc, l'heure. vous n'avez pas entendu sur la fin, donc voilà, on était encore à présenter le panorama de l'ensemble des acteurs français. Peut-être si tu pouvais présenter peut-être je sais pas, les résultats en 2022, ce serait intéressant d'avoir un aperçu, ou alors même depuis début 2023, de l'état actuel de leur paillage sur le territoire national. Alors, c'est ça, j'avais donné des grandes lignes de ce que constitue le phénomène et j'avais dit que la réponse qui est complète de l'État permet de contenir, et ça a été répété ensuite dans les autres interventions. En 2022, nous pouvons nous satisfaire parce que la mécanique de freinage a eu un effet significatif dans la mesure où, pour 2 années consécutives, on a réussi à baisser le phénomène, à le faire régresser à
300 chantiers alluvionnaires et une centaine de sites primaires. Alors, ça paraît toujours beaucoup, mais c'est quand même 100 de moins que les années précédentes. Et ce sont des moyennes qui se lissent et ce sont des moyennes stables. Voilà. Et donc, le bénéfice de cette réponse essentiellement répressive pour l'instant, qui vise à détruire les chantiers et à entraver cette logistique qu'on vient de décrire, là, qui rentre en permanence sur le territoire, ça permet de contenir les sites. Là où cette étude est très importante pour nous, c'est que on compte à peu près 700 destructions de chantiers par an. Et je viens de dire qu'il y en a 300 chantiers alluvionnaires. On en détruit 700, c'est-à-dire chaque chantier est détruit 2 fois. Et ce que révèle cette étude, c'est que cette mécanique, cette logistique d'acteurs chinois qui ont pris pied sur la rive surinamaise du Maroni favorise la résilience et le fait que ces sites se régénèrent. Cette étude, et je poursuis un peu au-delà de ce que tu m'as demandé de faire, Antoine, l'intérêt de cette étude, il est double. D'abord, ça nous permet de comprendre les ressorts de cette dynamique internationale des trafics qui permettent de faire rentrer des marchandises et qui permettent de faire sortir de l'or. Et ça a 2 finalités. La première, c'est de muscler la lutte contre ce qui va être ce qui est caractérisé comme un réseau, comme une filière. Donc là, il y a un travail à faire et c'est un travail d'enquête, c'est un travail de caractérisation. Une fois qu'il a été fait par la Fondation par la recherche stratégique, le relais peut être pris par des acteurs spécialisés, des acteurs régaliens. L'autre intérêt, l'autre bénéfice, c'est quand on considère que l'or est une marchandise légale, et donc on peut responsabiliser de l'autre côté de la chaîne l'acteur qui l'achète. Et démontrer qu'il y a une filière chinoise d'approvisionnement de matériel et une filière chinoise d'exportation de matériel, ça, quelque part, envoie un signal à la communauté internationale et à tous ces relais constitués que sont, par exemple, l'OCDE, qui travaille beaucoup sur le devoir de vigilance, mais aussi les Nations Unies, les groupes, les forums intergouvernementaux sur la mine. Ça favorise l'exigence d'assainissement des approvisionnements miniers. Voilà. Donc, le bénéfice de cette étude est double. D'un côté, ça permet d'orienter la répression vers un démantèlement de filières en amont et en aval. De l'autre, ça permet d'appuyer tous les efforts qui sont faits ces dernières années en matière d'assainissement des approvisionnements miniers. Et voilà. Et j'en resterai là pour pouvoir répondre à des questions. Merci. Merci Damien. Et ça, ce qui est vrai que c'est extrêmement important, c'est aussi non seulement d'étudier le phénomène et le rôle de certains acteurs chinois et de permettre ensuite de sensibiliser. Alors, c'est un peu un paradoxe parce que ça rend la lutte contre l'orpaillage encore plus compliquée parce qu'on multiplie les acteurs qui sont présents. Mais d'un autre côté, c'est le seul moyen de le faire si on veut être sûr de pouvoir lutter efficacement. Simon, je te laisse répondre peut-être à la question de Thierry Perrault sur notamment le rôle de la China Gold, sur sa capacité ou pas à récupérer localement la production. Je pense que c'est la production en Guyane française, mais peut-être plus largement sur le rôle des grandes entreprises minières chinoises. On a vu notamment Zijin Mining qui s'est implanté récemment au Suriname en rachetant des mines canadiennes. Et plus largement, voilà, le rôle de ces grandes entreprises chinoises légales, hein, officiellement, Ouais. pour l'extraction. Alors, dans le cas du plateau des Guyanes et du Suriname en particulier, là où on voit qu'il y a une présence d'entreprises minières chinoises dans le domaine de l'or, il n'y a pas de China Gold. Et comme l'a dit Antoine, c'est plutôt Zijin Mining qui est l'acteur vraiment très important maintenant du paysage minier surinamais. C'est assez récent, c'est des investissements qui datent de 2022. Et c'est une présence de Zijin Mining, qui est l'un des premiers principaux producteurs d'or en Chine, et qui est donc qui a racheté certaines des mines d'or au Suriname, et qui est maintenant voilà, dans une position dominante dans le pays. Et j'ajouterais que cette position de Zijin Mining, elle fait suite à plusieurs années où on avait vu une relative
alors, opacité et une relative discrétion des acteurs chinois dans le paysage minier surinamais. On avait des petits acteurs, enfin des petits groupes ou des initiatives individuelles, mais peu de grandes entreprises. On avait une entreprise, China Mingjing Group, qu'on mentionne dans le rapport d'ailleurs, qui avait une présence au Suriname pendant plusieurs années, mais extrêmement opaque. Très peu d'informations dans les sites, sur les sites spécialisés par exemple, très peu d'informations sur la presse, dans la presse surinamaise ou la presse chinoise, ou sur les réseaux sociaux ou autres. Et donc, on a eu une présence chinoise dans le secteur minier surinamais qui s'est vraiment officialisée avec The Jinmany. L'un des risques que nous, on voit par rapport à cette présence supplémentaire, renforcée, c'est des risques d'intégration de l'or récolté illégalement dans les chaînes, dans les filières légales, plus aisées, dans la mesure où on va avoir un flux beaucoup plus important qui se dirigera vers la Chine. Et puis j'en profite pour rebondir aussi, parce qu'on n'a souvent pas cette image, mais la Chine aujourd'hui, elle est considérée comme le premier producteur mondial d'or. On a souvent l'image d'une Chine qui, avant tout, cherche à capter des ressources minérales à l'étranger, mais la Chine est elle-même un producteur extrêmement important sur tout un large spectre. Alors, on parle toujours des terres rares, hein, mais le charbon, par exemple, 50% du charbon produit au monde est produit en Chine, est extrait au monde et extrait en Chine. Sur le pétrole, par exemple, la Chine, c'est le 5e producteur mondial de pétrole, devant les Émirats arabes unis. Et en or, c'est considéré comme le premier producteur d'or. Donc, on a à la fois un pays qui consomme beaucoup, mais également qui produit beaucoup, et donc ce qui crée des acteurs extrêmement importants, non seulement pour l'économie chinoise, mais aussi après sur le marché international, non seulement, encore une fois, pour acheter de l'or ou plus largement des matières, matières, enfin, des ressources minérales, mais aussi pour être capable de les exploiter, potentiellement de les transformer à l'étranger. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas, encore une fois, à poser vos questions dans le Il y chat. en a d'autres, oui. J'en vois deux, hein. La première sur les conséquences de cet orpaillage illégal sur l'exploitation formelle en Guyane française. Est-ce que notamment il y a une question de fuite de la main-d'œuvre, etc. J'essaie de Damien y répondre en partie. Il y a une question sur l'orpaillage illégal avec une aide logistique. Est-ce qu'on trouve la même chose en Afrique? Là, je laisserai Simon y répondre, notamment sur la différence, hein, entre le cas spécifique de la Guyane française et le cas qu'on a pu référencer en Afrique, que ce soit au Mali ou dans d'autres pays. Et puis une dernière question sur qui exploite officiellement l'or en Guyane française. Et là, je laisserai Damien y répondre. Donc peut-être Simon commence sur la différence avec l'Afrique et le rôle de la logistique chinoise en Afrique. Puis après, je redonne la parole à Damien sur les conséquences de cette exploitation, des réseaux chinois sur l'exploitation formelle en Guyane et sur qui exploite formellement de l'or en Guyane française. Donc Simon, peut-être sur la différence ou les liens avec ce qui se passe en Guyane. Voilà, donc je me lance. Donc la question qui était posée, c'était, si j'ai bien compris, de la conséquence de l'orpaillage sur la filière légale, l'orpaillage illégal sur la filière légale, et aussi peut-être la conséquence de ce phénomène des acteurs chinois sur cette filière-là. Alors, il n'y a pas de conséquence directe entre le phénomène qu'on vient de décrire, c'est-à-dire ces acteurs chinois qui sont présents sur le Maroni et qui, par un réseau de connexion et un réseau commercial, créent une facilité d'importation et d'exportation de l'or illégal. Il n'y a pas de conséquence de ce phénomène sur l'activité minière légale en Guyane française. Les opérateurs miniers légaux ont leurs propres canaux d'importation des marchandises, de consommation. Comme c'est une filière, la filière chinoise, qui est totalement illégale du point de vue français, dans la mesure où ça alimente la contrebande de marchandises, de l'exportation illégale. L'activité légale française s'inscrit dans une toute autre dynamique, qui est de travailler en société constituée avec des ouvriers déclarés, etc., avec des importations de marchandises déclarées, licites. Donc, il n'y a pas de connexion. Quelle est la conséquence maintenant de l'orpaillage illégal sur la filière légale? Parce que je crois que c'était la question qui a été posée.
Euh, En effet, c'est assez difficile à caractériser, mais globalement, euh, ça perturbe à la fois le débat public sur la place de l'or dans l'économie de la Guyane, parce qu'il s'est créé un amalgame entre les effets, les conséquences de l'orpaillage illégal et les effets, les conséquences de l'orpaillage légal. Euh, Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que ça fait peser un soupçon constant sur les orpailleurs légaux, euh, dont souvent on va rappeler qu'il y a une porosité, il y a une proximité entre l'orpaillage légal et l'orpaillage illégal, car en effet, en forêt, une mine légale va être entourée de petits opérateurs illégaux, de petits garimpeiros qui vont travailler sur un chantier et on va mettre en cause un risque de connivence, de proximité. Euh, et il est vrai que les garimperos illégaux peuvent avoir des contacts avec les ouvriers de la mine légale, parce que bien souvent, ils sont tous d'origine brésilienne, ils ont tous le même savoir-faire, mais il n'y a pas cette porosité dont on entretient le mythe entre la mine légale et la mine illégale. Ce sont deux secteurs qui sont particulièrement distincts, et là où il peut y avoir de la fraude, en aucun cas, ça doit déterminer globalement un fonctionnement de filière. Et je reviens à l'autre élément, c'est-à-dire l'amalgame. L'amalgame dans le débat public entre les conséquences de l'un et de l'autre gêne un peu la maturation du sujet et la clarification de ce que la mine, l'extraction de ressources minérales peut avoir comme bénéfice pour la Guyane. Avant de redonner la parole à Simon qui a pu se reconnecter, juste un chiffre hein, sur l'exploitation aurifère et donc légale en Guyane. Dans le rapport de 2021, pour notamment le ministère de l'économie sur le développement d'une filière aurifère responsable en Guyane, il était indiqué par exemple qu'il y avait en 2019 39 entreprises dans le cadre de 45 autorisations au titre minier qui pouvaient exploiter légalement de l'or en Guyane. Voilà. Donc, je n'ai pas la liste précise hein, de ces 39 entreprises. En tout cas, ce sont les opérateurs légaux côté français. Je redonne la parole à Simon sur peut-être la différence entre ce qu'on a pu observer sur des cas en Afrique, la différence avec la Guyane française et le rôle dans tous les cas de la logistique chinoise. La première différence, je pense, entre les deux, entre le cas guyanais et africain, c'est réellement l'implication directe, dans le cas africain, des acteurs chinois sur leur paillage légal. On voit la même chose en matière de comptoirs et de magasins d'équipement et de fournitures d'équipements d'approvisionnement. Donc ça, on a les deux cas à la fois en Guyane et dans des pays africains comme le Ghana, par exemple, qui est assez documenté, où les Chinois se positionnent sur ce segment, mais ils sont également dans la gestion des sites d'orpaillage ou même sont directement dans l'extraction. Et c'est notamment le cas des mineurs de Shanglin, ce qu'on appelle le gang de Shanglin. Et c'est là aussi, hein, c'est un peu un parallèle avec le gang de Poutienne qu'on a pu analyser au Suriname. On voit le gang de Shanglin très présent en Afrique, au Ghana, au Mali, en Centrafrique, en Guinée, où là aussi on a un fonctionnement géographique. Hein. Pour rappel, Shanglin, c'est donc un comté dans la province du Guangxi. C'est un comté historiquement assez pauvre, mais aussi historiquement avec un passif d'orpaillage en Chine. Donc, par exemple, dans le nord-est de la Chine, historiquement, ils migraient au sein de la Chine pour faire de l'orpaillage. Après, ils se sont un peu exportés vers l'Afrique, et en particulier vers le Ghana, où ils se sont réellement implantés. Et ils se sont implantés de manière très poussée, jusqu'à globalement monopoliser le secteur, et ce, grâce à des liens avec les acteurs locaux, notamment pour des propriétaires fonciers, avec qui il y avait des accords pour exploiter la mine en échange de redevances, etc. Un soutien des autorités locales en Chine, on a pu le voir, des mesures pour encourager la population de Shanglin à s'expatrier et à travailler dans les mines à l'étranger, y compris d'un point de vue logistique, avec les autorités locales qui facilitent
la chaîne logistique, et Shanglin, en Chine, qui devient un hub pour l'orpaillage illégal, avec y compris du matériel d'orpaillage illégal qu'on connaît par exemple comme les pelleteuses Liugong, qui sont produites à côté de Shanglin, dans le Guangxi, et qu'on retrouve ensuite dans les sites d'orpaillage. Et donc ça, c'est aussi un des éléments pour les observateurs extérieurs, pour les forces de l'ordre, de voir aussi, de caractériser la présence chinoise dans tel ou tel site d'orpaillage, en fonction des équipements, de leur provenance. Et donc on voit dans ces différents sites d'orpaillage illégaux, d'orpaillage illégal en Afrique, un monopole et une expansion de la population de Shanglin sur ces sites. Je profite pour continuer avec la question de Mounia sur les routes qui sont ensuite utilisées pour exporter l'or du Suriname ou de la Guyane française vers la Chine. Là, pour être honnête, c'est extrêmement compliqué de les identifier, puisque comme le disait et comme l'expliquait Simon, entre guillemets, l'or extrait illégalement s'invisibilise extrêmement facilement. On sait qu'il y a officiellement des exportations du Suriname vers les Émirats, notamment, mais il est très difficile de tracer, et c'est ça tout l'enjeu, grosso modo, de la mine au bijou, le parcours de cet or. Et j'en profite pour aller sur la deuxième question, qui est le rôle que la diplomatie française peut jouer vis-à-vis de son homologue chinois. C'est là où c'est très compliqué, parce qu'encore une fois, ce n'est pas forcément les acteurs chinois le long du Maroni ne sont pas forcément coordonnés par l'ambassade de Chine au Suriname, et encore moins par Pékin. En tout cas, on n'a pas de démonstration qu'il y aurait une coordination organisée depuis Pékin. Et donc, c'est très difficile pour la diplomatie française de parler avec la diplomatie chinoise et leur demander d'avoir un rôle à jouer. Par contre, le rôle indirect qui peut être fait, c'est celui de documenter ce qui se passe, et par un système relativement classique connu par les ONG, les think tanks, mais aussi de très nombreux gouvernements, le principe du name and shame et de la sensibilisation peut potentiellement avoir un impact indirect. Que ce soit sur, par exemple, les entreprises qui produisent des équipements, que ce soit sur certaines organisations ou certains magasins au Suriname qui peuvent être identifiés comme fournissant des moteurs, des pompes, des lances à des orpailleurs. Et c'est peut-être dans un premier temps davantage sur ce segment-là que sur des négociations diplomatiques, il peut y avoir une évolution. Par ailleurs, dans le cadre vraiment très multilatéral, et ça c'est le rôle de la représentation permanente de la France à Vienne, et notamment de ceux qui sont en lien direct avec l'ONUDC, c'est de s'assurer qu'au niveau multilatéral, au niveau onusien, le cadre puisse évoluer et qu'il puisse y avoir non seulement des enquêtes, de la documentation au niveau international, et potentiellement une réponse multilatérale, voire parfois régionale quand c'est nécessaire. La question maintenant de Nathalie Guibert sur de savoir si le mercure nécessaire provient aussi de Chine ou non. Je vais laisser Simon y répondre. Mais sur la question du mercure, je vous recommande notamment une étude, parce que le WWF, et notamment l'antenne qui est en Guyane française, travaille beaucoup également sur la question de l'orpaillage illégal, et notamment des impacts environnementaux. Et donc, il y a une étude qui avait été publiée il y a quelques temps. Je sais qu'ils continuent d'y travailler. On les avait rencontrés quand on était sur place. Pour vous donner juste un ordre de grandeur, on considère généralement que pour 1 kilo d'or illégalement extrait, il y a 1,3 kg de mercure rejeté dans la nature. Donc, on évalue à peu près à 13 tonnes de mercure rejeté sur le territoire national, donc en Guyane française. Sur le mercure, je donne la parole à Simon. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il y a une interdiction de la vente du mercure officiellement au Suriname, si je ne me trompe pas, c'est ce qu'on nous avait expliqué. Mais sur l'origine, c'est compliqué, puisque vu que c'est interdit, c'est compliqué à tracer. Oui, globalement, je pense que ça a très bien résumé l'idée. Le mercure est en grande partie produit en Chine, mais c'est comme l'or, on a beaucoup de difficultés, en tout cas nous, à notre niveau, de vraiment identifier les chaînes logistiques et les chaînes du mercure, y compris jusqu'au Suriname. Il pourrait même arriver depuis le Venezuela ou des pays voisins. Ce qu'on sait, en revanche, c'est, comme l'a dit Antoine, c'est que le Suriname, en théorie, donc a interdit l'utilisation du mercure pour amalgamer l'or, parce qu'il est signataire de la convention de Minamata. Il l'a signé en 2018. Mais il y a une autorisation tacite des autorités surinamaises qui tolèrent donc le mercure
sur les sites d'orpaillage surinamais et in fine, qui approvisionnent les sites d'orpaillage en Guyane. Et c'est un des points sur lesquels on peut travailler. Il y a des travaux de certains chercheurs pour identifier un peu les isotopes de mercure et pouvoir tracer ce mercure. Mais ça reste encore des travaux assez préliminaires et c'est quelque chose c'est un process qui est difficile et donc ça reste un angle mort malheureusement, mais nécessaire. C'est comme le carburant, c'est certains de ces axes de travail, le mercure, le carburant, et l'or in fine, qui permettent toutes les activités des orpailleurs illégaux et si l'un d'entre eux était globalement arrêté, enfin si le robinet d'alimentation d'un de ces axes était arrêté, on pourrait vraiment mettre un terme peut-être davantage à l'orpaillage illégal. Comme le dit Nathalie Guibert, effectivement, on peut acheter de fait du mercure au Suriname, même si c'est interdit officiellement. Et la question de la traçabilité du mercure est d'études extrêmement poussées, mais le problème, c'est voilà, c'est un coût financier aussi très important de la part des autorités françaises, pourrait potentiellement permettre de démontrer que le mercure identifié et trouvé en Guyane française vient de Chine. Alors, est-ce que ça changerait radicalement le problème? Pas forcément, mais ça pourrait participer à une forme de name and shame de la Chine qui pourrait, de son côté, essayer de prendre des mesures supplémentaires pour s'assurer que les exportateurs chinois n'exportent pas vers le Suriname. Encore une fois, la Chine et le gouvernement chinois peuvent être confrontés à des problèmes que tous les gouvernements auxquels peuvent être confrontés. C'est-à-dire que même s'il peut y avoir potentiellement une interdiction à l'exportation, certains exportateurs chinois, certains acteurs chinois ne vont pas forcément la mettre en œuvre. Et ça nécessite de la part des autorités chinoises des contrôles peut-être encore plus poussés à l'exportation de leurs exportateurs. Je vois une question, ou plutôt un commentaire aussi, sur ce qui se passe dans les circuits africains. Donc, Oui, merci tout à à fait. Boss. Mmh. Voilà. Je ne sais pas si Simon veut. Notamment des circuits via les Émiratis et en tout cas, c'est quelque chose qu'on a observé. On sait que les comptoirs de rachat, d'or chinois à Paramaribo exportent une grande partie de leur or en direction des Émirats arabes unis. On sait aussi qu'il y a des Chinois, qui sont présents et qui servent de relais aux Émirats arabes unis, d'ailleurs y compris des Chinois de Shanglin. Il y a aussi une part d'ombre et d'opacité, parce qu'il y a pas non seulement les comptoirs de rachat d'or chinois à Paramaribo, mais aussi la présence de l'entreprise Kaloti, l'entreprise émirati Kaloti, qui a une usine de raffinage à Paramaribo et qui exporte une grande partie de l'or surinamé, ou en tout cas qui, en théorie, heu, en exporte beaucoup. En réalité, beaucoup de témoignages montrent qu'il y a peu d'activité au niveau de l'usine et beaucoup d'hypothèses tendent à conclure que c'est de l'or fantôme qui passe surtout par cette usine de raffinage et qui sert in fine à blanchir de l'or. Donc voilà, il y a encore un travail de ce côté-là à faire. Et là-dessus, encore une fois, l'étude qu'on a menée avec Simon est vraiment une étude préliminaire, véritablement sur ce qui se passe sur le territoire et l'importance pour la Guyane française. Et après, la question évidemment des réseaux plus largement internationaux, la sortie de l'or du territoire du Suriname. Et ça, c'est un autre sujet évidemment qui n'est pas traité directement dans la note, même si il est évoqué, parce que ça ne faisait pas l'objet véritablement de nos recherches. Ce webinaire va bientôt se terminer. Alors, je ne sais pas s'il y a peut-être une ou deux questions, dernières questions. N'hésitez pas à les poser dans le chat. Je redonnerai également la parole à Damien s'il veut dire un dernier mot du point de vue de l'Hémopie et de ce qui se passe véritablement sur le territoire français en Guyane. Plus largement, voilà, l'idée aussi à la FRS, c'est quelque chose que Simon fait de plus en plus, c'est de travailler et de documenter de plus en plus ce qui se passe en matière de criminalité environnementale, avec un axe évidemment d'un côté potentiellement le rôle que certains acteurs chinois peuvent jouer, mais aussi sur la réalité de la criminalité environnementale, d'où qu'elle vienne et quels qu'en soient les acteurs, à l'échelle de l'Indo-Pacifique, puisque ça, c'est évidemment, ça s'inscrit dans les travaux plus larges de la FRS sur l'échelle Indo-Pacifique. Et donc là, on est dans des enjeux extrêmement importants qui vont de Madagascar à la Polynésie française, de Djibouti à la Thaïlande, et donc un spectre géographique, un périmètre géographique extrêmement important. Je laisserai peut-être Damien conclure tout en répondant aux deux dernières questions de Nathalie et de Pierre Michel, ou de Pierre, sur l'espoir d'une meilleure coordination et coopération avec le Suriname
Et deuxièmement, sur la situation donc, de l'autre côté de la frontière, pas côté Maroni avec le Suriname, mais côté Oiapoque avec le Brésil. Et puis ensuite, Simon, si tu veux dire un dernier mot. Damien, si tu peux répondre à ces deux questions. Merci pour ces deux questions, parce qu'en effet, c'est intéressant de revenir à quelque chose de très territorial. Alors, la coopération avec le Suriname est bien sûr compliquée, parce qu'on l'a dit, d'un côté, le corpus juridique manque de robustesse, et donc les agences régaliennes ont peu de fondements juridiques pour agir. Et ensuite, ce sont les agences régaliennes elles-mêmes qui manquent un peu de moyens pour agir, à la fois dans la profondeur du territoire. Et Simon a projeté une carte qui montre bien que si la Guyane française a la taille de la Nouvelle-Aquitaine, le Suriname a 2 fois la taille de la Nouvelle-Aquitaine, ce qui fait que ça nécessite des moyens considérables pour se projeter dans la profondeur, le long des rivières, là où se joue le phénomène d'orpaillage illégal qui touche tout autant le Suriname, sauf que là-bas, il est informel. La coopération avec le Suriname, alors, comment ça se fait? Eh bien, ça commence par ce qu'on a dit plus généralement, ça commence par de la sensibilisation. Autant la France va s'appuyer sur une capacité de télédétection, c'est-à-dire de surveiller le couvert forestier grâce à l'image satellitaire, des vols aériens menés par la gendarmerie, le parc national, les forces armées. Le Suriname n'a pas tout ça. Et la coopération qui va être menée à un niveau bilatéral, à un niveau multilatéral, va s'appuyer sur tous les acteurs qui vont pousser dans le même sens, c'est-à-dire à mieux comprendre et à mieux connaître le phénomène, pour sensibiliser les populations et les gouvernements, les lawmakers, c'est-à-dire les législateurs, pour développer un cadre juridique plus robuste, favoriser l'émergence de politiques répressives convergentes, etc. Donc, c'est ce que nous faisons au Suriname. Récemment, l'accord de police signé en 2006 a été ratifié. Donc, on a des outils très concrets de contrôle sur la frontière que nous cherchons à mettre en œuvre. Donc, les perspectives sont globalement bonnes, mais toujours nous restons prudents parce que ça dépend toujours de la volonté souveraine de l'État voisin et de ses capacités, disons-le, budgétaires à agir. Donc, ensuite, pour l'autre question concernant la situation à l'est de la Guyane, avec le fleuve Oyapock, frontalier du Brésil, la situation est totalement différente. Déjà, ce n'est pas un bassin de vie aussi important que l'est le fleuve Maroni. Il y a quelques Amérindiens, Wayampi et Teco qui vivent à Camopi et à Trois-Sceaux et qui sont fortement exposés aux dommages de l'orpaillage illégal. Mais ensuite, c'est plutôt une aire assez vide et donc le phénomène est moins intense. Il est non seulement moins intense, mais en plus les perspectives de coopération avec le Brésil sont beaucoup plus précises et beaucoup plus concrètes. Là où le Suriname est fragile sur le corpus juridique et les moyens d'intervention, le Brésil est solide avec un droit environnemental et un droit minier qui est similaire au nôtre, et avec une véritable volonté d'agir pour préserver la forêt amazonienne. C'est d'ailleurs un cheval de bataille de la mandature du président Lula. Ça a été très visible dans la presse internationale. Donc la situation sur l'Oyapock est plus rassurante, mais il n'empêche que tous les chantiers alluvionnaires illégaux qui persistent dans les secteurs du Haut-Aprouag et de la rivière Camopi font l'objet d'une lutte en tout point similaire à ce que fait l'État français à l'ouest du territoire. Hein. Il y a même un poste permanent à Grande-Usine, il y a un poste sur la frontière à Carbet-Légion. Voilà, la Légion et la gendarmerie sont très fortement engagés et participent également le parc amazonien. Voilà, j'en ai terminé pour la réponse à ces deux questions. Mais si je voulais conclure pour ma part, c'est l'intérêt de cette étude et de ces études, parce qu'il y en a d'autres. Le WWF a déjà écrit, d'autres observatoires internationaux ont écrit. C'est vraiment de travailler en réseau pour faire monter une sensibilisation qui va permettre aux différents organes et artistes de peser et de favoriser l'assainissement des approvisionnements miniers internationaux et de rendre le plus difficile possible les trafics, les blanchiments, le recel, etc. C'est un travail de très longue haleine, mais il n'y a que celui-là, puisque l'or est une marchandise légale.
Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Damien. Merci à tous. Et puis, merci aussi à l'ensemble des acteurs qu'on avait pu rencontrer en Guyane française. Merci à Nathalie Guibert du Monde qui avait fait un article juste avant la publication de l'étude et aussi à la première qui avait pu, Outre-mer la première, qui avait pu mentionner cette étude. Je vous mentionne aussi un livre qui est extrêmement intéressant, qui a été publié en 2020 par François-Michel Le Tourneau sur l'orpaillage clandestin en Guyane française. Donc un ouvrage extrêmement intéressant d'un universitaire. Simon, si tu veux peut-être dire un dernier mot, puis ensuite je conclurai véritablement pour mettre fin à ce webinaire. Non, non, t'as globalement tout dit. Non, merci à tout le monde d'avoir assisté au webinaire. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez d'autres questions et on va continuer de travailler sur ces sujets, comme l'a dit Antoine, en matière de criminalité environnementale, en matière d'orpaillage illégal en Afrique et en Indo-Pacifique. Et voilà, c'est un sujet qu'on va creuser encore à la FRS. Voilà, merci beaucoup à tous. Bon après-midi en France continentale. Bonne fin de matinée à Damien en Guyane. Et pour nous contacter, tous les contacts sont en ligne sur le site de la FRS, donc c'est extrêmement facile. Voilà, merci beaucoup et bonne fin de journée à tous. Merci, au revoir.